Monsieur Picheron, merci beaucoup d'être là. La mobilité, les transports. Alors d'abord, c'est intéressant ce changement de mot, hein. La mobilité, maintenant, c'est plus uniquement les transports. Mais il y a un aspect aussi très social et politique à tout ça. C'est-à-dire que Gilles a rappelé le contexte technique, l'extraordinaire bouleversement, le changement, l'électrification, un jour peut-être la voiture autonome, la numérisation des transports et tout ça. Mais on a connu en France une série quand même un peu compliquée avec les Gilets jaunes qui, eux, étaient très largement liés à la question des transports. Je suis condamné à l'automobile, comment je fais? Vous n'allez pas me monter le prix du carburant, j'ai déjà du mal à me transporter, je suis condamné, etc. Ensuite, il y a eu la loi Lhomme qui a tenté de répondre un peu à cette crise et qui a largement insisté sur le quotidien, les transports du quotidien. On arrête les grandes infrastructures, les grands projets, on s'occupe plutôt de la ville, du vélo, etc. Et on crée notamment les autorités organisatrices, ça c'est très très important. Et maintenant, il y a cette nouvelle loi, donc il y a beaucoup de choses, monsieur Pichereau. Hein, je ne suis pas sûr de vouloir être à votre place. Mais en tous les cas, donc voilà, il y a beaucoup de choses devant nous. Et puis, il y a quand même, me semble-t-il, un peu cette tentation du bouc émissaire. Le bouc émissaire dans les transports, bah, c'est l'avion. Ah bah oui, parce que c'est quand même, là c'est trop. Mais quand on regarde les chiffres, bah, ce sont plutôt les automobiles qui envoient les gaz à effet de serre. Voilà, donc je vous laisse la parole pour nous aider à tirer un petit peu le fil de tout ça. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux à tirer le fil de tout cela. Évidemment, effectivement, passionné de transport, hein, vous le disiez, et de mobilité. Et je crois que quand on regarde les trois mots que j'ai le plus prononcés à l'Assemblée nationale, c'est transport, mobilité et automobile. Donc ça prouve bien mes centres d'intérêt et qui sont effectivement là depuis des années, puisque c'était mon emploi avant. Je suis assez fier de dire que j'étais fils de conducteur de car scolaire. Donc j'ai toujours été très très proche de ces questions de mobilité. Mon propos aujourd'hui, ça va être sur deux choses. Ça va être un côté le bilan un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et ensuite une présentation rapide, hein, l'objectif étant avant tout d'échanger, du projet de loi climat, dont on a discuté dans l'hémicycle, le titre se déplaçait vendredi et samedi dernier jusqu'à tard dans la nuit. Aujourd'hui c'est voté, le projet de loi climat se poursuivra ensuite au Sénat avant de revenir, mais voilà, on avance sur ce point. Avant ce projet de loi, il y a eu notamment la loi d'orientation des mobilités qui a complètement révolutionné cette politique de mobilité en France. On dit souvent que c'était la réponse aux Gilets jaunes. Moi, je ne pense pas, parce qu'on l'avait travaillé en réalité avant les Gilets jaunes. Dès septembre 2017, on a lancé les assises de la mobilité, auxquelles je sais que vous avez participé d'ailleurs, comme beaucoup d'acteurs. Et ensuite, ça aboutit sur cette loi très importante qui va voir, dans les mois qui arrivent, son application immédiate et concrète sur l'ensemble de nos territoires. Vous le disiez, c'est notamment la couverture de 100% du territoire par ces autorités organisatrices de la mobilité. Pourquoi ce passage de transport à mobilité? C'est parce que, au-delà des moyens de transport que l'on connaît, que ce soit le transport en commun, la voiture individuelle, etc., on y a ajouté toutes les mobilités douces. Finalement, la marche, c'est un moyen de se déplacer qui peut être efficace sur des trajets d'1 ou 2 kilomètres, voire plus quand on est sportif, ce qui n'est pas mon cas malheureusement. C'est aussi le vélo, qui là permet d'aller un petit peu plus loin. On a un vrai développement du vélo et du vélo électrique et on peut s'en féliciter. Bref, c'est toutes ces choses qui concourent à la mobilité et globalement au déplacement de nos concitoyens et effectivement de leurs déplacements du quotidien. Et l'idée, c'était vraiment de recentrer la loi sur ces déplacements du quotidien, parce que c'est cela, si on reparle un petit peu de l'aspect social et des gilets jaunes, c'est ces déplacements du quotidien qui posaient problème quand on augmente finalement le prix du carburant. Donc l'idée, c'est de dire quelle alternative on va trouver à la voiture. Et pour avoir cette alternative, il faut qu'il y ait des politiques locales de mobilité, des stratégies de mobilité, et c'est le rôle de ces autorités organisatrices qui rentreront en œuvre en juillet prochain. Durant la LOM, on a également interdit la vente des véhicules en 2040. Alors,
Ce qui est très drôle, et ce qu'on a vu dans le débat récemment, et vendredi dernier notamment, c'est que à l'époque, certains bancs de l'Assemblée nous traitaient un petit peu de fous, nous disaient qu'on allait tuer l'automobile, et ces mêmes personnes annonçaient dans la presse, et même à demi-mot dans l'hémicycle, qu'ils souhaitaient même avancer l'objectif à 2035, voyant finalement que les constructeurs jouent le jeu. Les constructeurs y vont, les consommateurs y vont également. Donc aujourd'hui, certains qui ne voulaient pas mettre les mises en place en 2040, aujourd'hui souhaiteraient mettre 2035, ce qui est assez drôle. C'est également par exemple la mise en place du forfait mobilité durable. On parlait tout à l'heure du vélo, on peut parler aussi du covoiturage. L'idée, c'est vraiment de pouvoir promouvoir cela au sein des entreprises avec ce forfait mobilité durable de 400 € qui peut être mis en place et dont on a fait en sorte de sortir aussi rapidement les décrets pour qu'ils soient mis en place par l'État, par les collectivités locales et à l'Assemblée nationale, puisqu'on se doit de montrer l'exemple. Et puis enfin, alors pour reprendre juste quelques thèmes, c'est aussi une planification des investissements via le comité d'orientation des infrastructures. Là aussi, moi qui étais rapporteur pour avis sur le budget de transport, on voit bien qu'il y a une dette grise en France qui s'est accumulée avec des routes nationales notamment qui vraiment perdent en qualité aujourd'hui. On le voit, toutes les personnes qui circulent sur le territoire et ceux qui nous écoutent le savent, qu'on prenne la nationale 118 ou la nationale 10 par exemple, on voit bien qu'il y a de plus en plus de trous dans les routes, que les routes se dégradent et il y a besoin de faire de forts investissements. C'est là l'objectif, c'est de dire on ne va pas construire de nouveaux TGV parce qu'on n'a pas besoin. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau européen, on a un réseau qui est excellent. Par contre, on va investir sur le quotidien, c'est ces routes-là, et puis c'est aussi nos petites lignes aujourd'hui ferroviaires, par exemple, même si on a encore des travaux sur cela. C'est aussi durant le quinquennat des mesures fiscales, alors en dehors de la LOM, notamment le renforcement du suramortissement pour les poids lourds à énergie alternative, qui est important parce qu'on doit aussi décarboner le secteur de la mobilité des marchandises. On l'oublie un petit peu, souvent je trouve qu'on oublie trop la mobilité des marchandises, on parle beaucoup des personnes. Mon ex-collègue, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble, Philippe Duron, dit souvent que le gros problème du transport de marchandises, c'est que les colis n'ont pas de carte d'électeur. Je pense que c'est vrai et on est en train de changer les choses et je trouve que les villes sont en train, et notamment à cause de la crise que nous connaissons et de l'augmentation des commerces, des colis en circulation, ils sont en train de prendre des mesures et cela va dans le bon sens. C'est aussi un suramortissement sur les véhicules utilitaires légers, la prime à la conversion qu'on connaît tous, je ne vais pas revenir dessus, et puis encore le bonus sur les véhicules propres. Et enfin, sans être exhaustif, c'est aussi l'engagement des 100 000 bornes. C'est un engagement qui est réellement important, qui est un engagement du président de la République. Je sais qu'il suit, pas quotidiennement, mais très régulièrement cet engagement. C'est aussi le président de la République qui a souhaité de passer cet engagement de 2022 à 2021, de dire on va aller plus vite, justement grâce au plan de relance notamment, et on va faire en sorte que tout le monde s'engage pour atteindre ces 100 000 bornes. Je peux vous dire aujourd'hui, à l'heure où on se parle, qu'on a un engagement qui va se concrétiser, le temps de faire les travaux évidemment, de 70 000 bornes sur le territoire. Donc on est en avril, on peut imaginer que ces 100 000, on va réussir d'ici la fin de l'année, et c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé, et j'y reviendrai plus tard, le problème n'est pas réglé, mais déjà avoir ces 100 000, ça permet de lancer quelque chose qui est intéressant. Borne de recharge. Borne de recharge, tout à fait. Là on parle de borne de recharge pour les véhicules électriques uniquement. Et après, il y a des possibilités aussi qui ont été votées dans la LOM pour revenir sur ce point qui est, quand on parle d'infrastructure, extrêmement important, je le sais. Et dans cette même maison où nous sommes, évidemment, comment ne pas parler d'infrastructure, on a aussi eu tout ce qui est les stratégies de développement qui peuvent être mises en place par les régions, de déploiement de tout ce qui est bornes, plutôt de stations hydrogène, stations GNV notamment, et puis la planification sur les différentes bornes de recharge électrique, parce qu'on est toujours bornes de recharge électrique, en réalité elles peuvent être lentes, elles peuvent être rapides, elles peuvent être très rapides, et ce mix et ce déploiement doit s'imaginer de manière différente, et c'est justement ce qu'on a permis de faire aux régions par la LOM, parce qu'on pense que la région c'est finalement le bon échelon pour pouvoir le faire, et on est conscient que les régions vont travailler dans le bon sens. J'en viens au projet de loi climat. Bon, vous le savez, ce projet de loi il fait suite aux propositions de la Convention citoyenne. Finalement, les propositions qui ont été retenues et proposées aujourd'hui, elles font suite à ce qu'on a déjà fait. On n'allait pas tout révolutionner, il y a une partie des choses qui n'est même pas en application, qu'on fait déjà évoluer, on n'allait pas tout changer, surtout que l'ensemble des acteurs
s'accordent à dire que la loi d'orientation des mobilités est une bonne loi et qu'elle nécessite d'être appliquée pleinement aujourd'hui. Il y en a certaines qui n'ont pas été retenues non plus, et certains on les assume parce que les objectifs recherchés n'étaient pas forcément les objectifs qui auraient été atteints. Je pense notamment à la TVA à taux zéro. Ça a été un débat dans l'Assemblée, c'en est un, je ne vous cache pas, tous les ans lors du projet de loi de finances. Moi, ma vision là-dessus, c'est assez clair, c'est que l'objectif de la Convention citoyenne, c'est de baisser le prix du billet. De l'autre côté, quand je parle aux autorités organisatrices, elles me disent que dans la crise qu'elles connaissent actuelle, où elles ont perdu plusieurs milliards d'euros, la TVA à taux zéro va leur permettre finalement de renflouer les caisses et de retrouver la trésorerie. Pas forcément de baisser le prix du billet. Donc, quoi qu'il arrive, si on avait appliqué cette mesure, finalement, je crois que l'objectif de la Convention citoyenne n'aurait pas été atteint. Donc, on a préféré garder effectivement cette TVA à 5,5 qui va servir aussi à mettre de l'argent dans les caisses de l'État et à financer les infrastructures finalement. Alors, néanmoins, il y a de nombreuses avancées que je vais lister rapidement, avec notamment la fin de vente des véhicules émettant plus de 95 grammes de CO2 en 2030. Là, l'idée, c'est, on y avait déjà réfléchi, je ne le cache pas, pendant la loi, mais on ne l'avait pas fait finalement, parce que le 2040 nous semblait suffisant, on ne voulait pas trop brouiller les pistes. Maintenant, c'est de dire, bon, on sait qu'en 2040, on ne doit plus vendre de véhicules à énergie fossile uniquement. On va mettre un objectif intermédiaire en 2030 qui est le 95 grammes, qui va permettre de développer l'hybride en attendant et de mettre une forme de transition dans cet objectif. C'est aussi le développement des parkings relais pour favoriser le report modal, la mise en place des fameuses zones à faible émission dont on parle beaucoup, dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants en 2024. Obligatoire, hein, c'est ça. Qui sera obligatoire, tout à fait, ce sera obligatoire. Alors, il ne faut pas se tromper quand on parle de zones à faible émission, parce que souvent, je sais que nos concitoyens ont l'impression qu'on va mettre des villes sous cloche. La réalité, c'est que c'est les élus locaux qui vont décider du périmètre de cette zone à faible émission. Chez moi, au Mans, par exemple, la zone à faible émission pourrait très bien être l'hypercentre, très commerçant, mais en même temps très bien relié aujourd'hui par les transports en commun et avec des parkings qui permettent finalement d'aller à cet hypercentre très facilement à pied. Ça peut être le Vieux-Mans, par exemple, qui peuvent être des zones à faible émission. On n'est pas obligé de mettre toute la ville sur cloche et je sais que les élus locaux aujourd'hui sauront mettre en place des zones à faible émission qui seront logiques et pragmatiques. C'est enfin l'expérimentation pour 3 ans de la mise en place de voies réservées, donc que ce soit pour le covoiturage, des véhicules propres, là aussi on laisse le choix, et puis la possibilité de mettre en place des tarifs plus attractifs pour les trains sur les régions, par les régions, là aussi pour permettre et favoriser le report modal. On a également ajouté la prime à la conversion de vélo. Alors je ne vous cache pas que c'est une mesure qui était presque déjà ajoutée fin 2017, puisque je me souviens avoir passé un amendement au projet de loi de finances de 2018 qui permettait déjà au gouvernement de le faire. Et à l'époque, le gouvernement n'avait pas pris le décret. Donc je suis assez content que ce soit quelque chose qui soit mis en place. L'idée, c'est de dire on peut avoir des gens qui, aujourd'hui, en ville, et moi je l'ai vu quand je travaillais dans l'automobile, ne se servent plus de leur voiture et se disent finalement, moi aujourd'hui un vélo ça me va bien, je vais louer une voiture qui coûtera beaucoup moins cher que d'avoir ma voiture à l'année et je vais mettre ma voiture actuelle à la casse et je vais pouvoir repartir avec un vélo. C'est quelque chose qui me semble assez logique et qui fait beaucoup de bruit. Je ne comprends pas toujours pourquoi, à vrai dire. On a aussi ajouté, là c'est un amendement parlementaire aussi, la généralisation de tout ce qui est installation de voies cyclables, donc d'obliger les gens, les élus, à regarder la possibilité d'aménager des voies cyclables lorsqu'il y a des travaux dans des périmètres de 5 km autour des zones à faible émission. Je pense que c'est aussi une belle avancée pour favoriser, là aussi, le report modal. On peut imaginer qu'on prend son vélo pour aller vers le train, pour aller vers le bus. Après, il faudra prévoir aussi les places vélo dans ces véhicules-là. Et enfin, dernier point qui a été ajouté là par un amendement gouvernemental et qui est une belle avancée, je pense, sur les bornes de recharge. On en parlait un petit peu avant en off. C'est sur le financement des bornes de recharge en copropriété. Là, pour reprendre les mots d'un collègue, les Républicains, c'est une révolution finalement du financement de ces bornes de recharge, et je pense que c'est réel, puisqu'on passe finalement sur la majorité simple pour la décision d'équiper en borne de recharge les copropriétés, et le coût aujourd'hui
le coût de ces bornes de recharge ne pèsera que sur les locataires qui l'utilisent. Le problème qu'on avait actuellement, c'est que les syndicats de copropriété, vu que c'était un vote majorité, nous disaient moi je ne vais pas aller financer une borne de recharge, alors je n'ai pas de véhicule électrique, je ne peux pas en acheter, donc j'ai pas d'intérêt à la financer. Demain on dira, on prend en charge et après c'est chaque locataire, enfin chaque utilisateur finalement de cette borne de recharge qui paiera au fur et à mesure. Donc on pense réellement qu'on va accélérer le déploiement de ces bornes de recharge en copro. Moi c'est quelque chose que j'avais pas mal poussé, je suis assez content qu'on ait réussi à aboutir sur ce point. Autre chapitre de ce projet de loi climat, sur le transport routier de marchandises, là avec une mesure qui a fait un peu de bruit sur la suppression de la TICPE entre 2023 et 2030, la formation à l'éco-conduite également, qui existe déjà. Moi j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur le sujet. Je sais que beaucoup de grandes entreprises travaillent déjà sur ces questions depuis de nombreuses années et mettent déjà en place l'éco-conduite parce qu'il y a des avantages, que ce soit en termes de RSE ou en termes économiques également. Aussi la possibilité d'expérimenter les écotaxes. Donc ça, on verra ce que ça donne dans les mois à venir. On a déjà des régions qui sont intéressées par le sujet. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Également un renforcement des aides au secteur, notamment sur le rétrofit. Et puis un objectif, là aussi, à l'image de ce qu'on a fait sur les voitures légères, de fin de vente des poids lourds qui utilisent majoritairement des énergies fossiles en 2040. L'objectif, il est, à l'image de ce qu'on a fait sur les voitures, de développer une offre et une gamme de produits. On se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a un manque. C'est ce que nous disent les transporteurs, je les rejoins tout à fait. On a un manque concernant l'offre de véhicules lourds, propres, par nos constructeurs tout simplement. Donc on espère que ce type de mesure va permettre d'accélérer les choses et la commercialisation de ce type de véhicules. On a aussi malgré tout modifié un petit peu la loi d'orientation des mobilités et notamment le comité des partenaires. On l'a modifié avant même qu'il soit mis en place, ce qui est une belle innovation déjà, honnêtement, avec l'ajout de citoyens qui soient tirés au sort dans ces comités des partenaires. C'était une proposition là aussi de la Convention citoyenne. Et puis aussi un amendement qui fasse en sorte que le comité des partenaires qui actuellement est là pour évaluer finalement les politiques, soit consulté au préalable sur tout ce qui est projet structurant de transport, donc tout ce qui est mise en place d'une grosse ligne, travaux, etc. Le comité des partenaires devra être consulté, ça c'est une bonne chose. On aurait d'ailleurs dû, je pense, le faire dès la loi d'orientation et mobilité, et c'est bien qu'on évolue sur ce point. Enfin, dernier chapitre, ça traite sur l'aérien. On y vient, vous en parliez tout à l'heure. Alors, là aussi, hein, c'est clairement une demande forte de la Convention citoyenne, c'est clairement une demande forte de nos concitoyens. Alors j'entends la part aujourd'hui du CO2 de l'aérien dans les émissions de transport. On sait que plus de la moitié c'est l'automobile aujourd'hui. Et malgré tout on agit sur l'aérien parce que nos concitoyens nous le demandent. Moi je sais que j'ai fait énormément de grands débats pendant la période compliquée des Gilets jaunes, et pas une seule fois ce sujet n'est pas revenu de gens qui nous disaient mais moi quand je suis à la pompe en train de payer mon carburant plus cher, j'ai un avion qui passe au-dessus de moi et qui lui soit n'est pas taxé ou émet beaucoup, donc il y avait obligation finalement d'agir sur ce point. Alors on a une interdiction des vols intérieurs lorsqu'un trajet en train existe en moins de 2h30. Là, on avait parfois la volonté d'aller plus loin de la part de certains de nos collègues. Je pense que ce n'était pas forcément une bonne idée. Il faut aussi laisser l'innovation à côté. On a aujourd'hui des sociétés qui travaillent sur des avions plus propres. Et pour pouvoir déployer ces avions, il y a un moment, il y a de la recherche et développement, et puis après, il faut commercialiser pour pouvoir gagner de l'argent et financer cette recherche et développement. Et pour pouvoir les commercialiser, très clairement, il faut avoir des lignes où les commercialiser. Et si on supprime toutes les petites lignes, tous les courts courriers, très clairement, ils n'auront aucun endroit où les commercialiser dans un premier temps. Donc, ils ne pourront pas développer cette technologie et on ne pourra jamais évoluer vers des avions plus propres finalement. Donc, il fallait vraiment trouver le juste équilibre. Ces 2h30 dans des conditions bien spécifiques de desserte des trains, etc. Et ça, ce sera traité par décret notamment. Je pense que ça permettra vraiment de maintenir quand même toute la recherche et développement sur l'avion propre, tout en satisfaisant un maximum de nos concitoyens. Aujourd'hui, effectivement, pour aller à Rennes ou à Bordeaux, le train est une solution qui est quand même viable et économique, qui plus est.
L'interdiction de nouveaux aéroports aussi, ou expansion d'aéroports en vue d'augmentation capacitaire, sauf pour le cas de Nantes, puisqu'on sait qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, c'est un Ligérien qui vous parle, suite à l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, pour pouvoir justement agrandir les capacités de Nantes Atlantique. Et puis enfin la compensation carbone des émissions de vol intérieur, que font déjà aussi pour le coup certaines compagnies qui sont déjà en pointe sur le sujet. Donc voilà un petit peu rapidement pour les, j'ai l'impression rapidement en tout cas, pour les évolutions de la loi climat. Peut-être un dernier point sur quelques réflexions qui peuvent être menées et qui peuvent d'ailleurs amener au débat. Une première qui a eu lieu rapidement, je trouve, malheureusement vendredi dernier sur ce titre, Se déplacer, c'est sur les aides finalement pour acquérir des véhicules propres. Les aides, elles sont présentes. Très clairement, elles doivent le rester parce qu'il y a toute une phase de transition durant laquelle on doit accompagner nos concitoyens, notamment pour les plus modestes. Mais il y a quelques limites sur ces aides. C'est notamment l'avance que doivent faire nos concitoyens, pour les plus modestes pour le coup, pour pouvoir acquérir ces véhicules, et notamment quand ils achètent un particulier. Et on sait que généralement les classes moyennes, ou les plus modestes en tout cas, achètent sur Le Bon Coin notamment. Il y a une avance à faire. Je pense qu'il y aura un travail à faire peut-être avec les banques pour pouvoir faire en sorte que ces avances elles soient prises en charge notamment par les banques et remboursées ensuite par l'État. Il y a sûrement un mécanisme à mettre en place qui serait intelligent, et puis avancer aussi sur le reste à charge. Il y a les microcrédits, il faut qu'on continue à avancer sur ces microcrédits, sur les taux d'usure notamment de ces microcrédits, pour faire en sorte que cette transition elle puisse être là pour tout le monde, et notamment pour, je le redis, les plus modestes. Il y a une question aussi de neutralité énergétique. J'utiliserai le terme énergétique au lieu de technologique parce que j'utiliserai celui de technologique après. Neutralité énergétique, là, ça serait beaucoup au niveau européen. C'est comment on fait en sorte de, finalement, ne pas favoriser une énergie par rapport aux autres. On a aujourd'hui énormément d'énergie qui sont sur le marché. Moi, je crois énormément au mix énergétique, et je crois que c'est ce qui nous permettra de nous en sortir dans les années à venir. En fonction du nombre de kilomètres que l'on va faire, il y a une énergie qui est associée. Évidemment, quelqu'un qui roule énormément tous les jours, ou même plusieurs fois, mais régulière, l'électrique n'est pas forcément la solution ad hoc. En tout cas, pas aujourd'hui. Donc il y a probablement d'autres énergies qui sont là aussi, et on doit pouvoir les accompagner de même manière. Et puis enfin, la dernière chose que je citerai, c'est sur là pour le coup, la neutralité technologique. Je crois qu'il y a plusieurs temps aujourd'hui, et on n'est pas forcément sur la temporalité quand on parle politique, quand on parle industrie, quand on parle recherche et développement, et quand on parle consommateur. Et finalement, c'est ce que je parlais avec des collègues hier, je disais, mais cette interdiction de vente en 2040, on aurait peut-être dû la mettre beaucoup plus tôt pour accélérer la recherche et développement, et faire en sorte d'avoir certaines technologies qui arrivent de manière beaucoup plus tôt sur le marché. On nous parle aujourd'hui de carburant de synthèse, on nous parle d'énormément de choses qui peuvent être bonnes. Alors je n'aurais pas d'avis aujourd'hui, considérant que c'est des choses qui ne sont pas encore sur le marché et qu'on n'a pas d'analyse réelle, notamment en matière environnementale, mais c'est des choses qui vont arriver tard, et j'ai peur que les constructeurs aient déjà fait leur choix. En fait, et que les constructeurs se disent, on va aller sur la batterie, on a mis énormément d'argent, on va aller sur l'hydrogène, on a déjà mis beaucoup d'argent, mais il y a d'autres solutions qui vont arriver. Je pense à l'hydrogène utilisé comme carburant pour des moteurs thermiques. Ça, c'est quelque chose qui est travaillé actuellement par l'IPEN notamment. On a énormément de technologies qui sont en train d'être travaillées, et c'est vrai que cette temporalité, elle est extrêmement difficile, et on doit trouver le juste équilibre finalement entre le financement de la recherche et puis l'accompagnement derrière pour passer de la recherche à la commercialisation et au passage à l'échelle. Voilà pour ces quelques termes et quelques propos introductifs. J'espère n'avoir pas été trop long. Moi, personnellement, j'ai été intéressé et en même temps intrigué par votre dernière intervention sur la temporalité, la neutralité technologique. Et en réalité, qu'on le veuille ou non, pour les compagnies automobiles, c'est l'électricité. Vous n'allez pas leur faire 40 choses à la fois. Ils ont investi énormément, et la question, donc, c'est pas simplement les bornes de recharge dont vous avez parlé, je vous en remercie, c'est aussi la question des batteries, de l'industrie des batteries, des progrès dans les batteries, du recyclage des batteries. Enfin bref, il y a un accompagnement
Et lorsque cet accompagnement sera en quelque sorte en place, ça sera difficile de dire on va passer au diesel quand même amélioré ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'en 2040, c'est terminé. Donc, je ne suis pas absolument certain de ça. En revanche, sur les carburants de synthèse, oui, vous avez raison, mais c'est plutôt pour l'aviation pour le coup. Et donc là, il y a certainement une programmation à faire. Donc, j'ai été satisfait de vous entendre parler des progrès de l'aviation et de la nécessité de laisser des lignes intérieures, en tous les cas, puisque l'avion électrique existe déjà. Et vous allez en Norvège, notamment, dans les 2 ans, vous allez avoir des avions électriques pour les lignes intérieures norvégiennes. Donc c'est toujours la même histoire. Est-ce qu'il faut supprimer l'avion ou est-ce qu'il faut au contraire faire en sorte que les carburants soient propres, etc., etc. Donc c'est une question toujours, c'est toujours la même, quoi, en quelque sorte. Donc merci beaucoup. Donc je pense que voilà, place aux questions. Je ne sais pas si je dirais qu'il n'y a pas assez d'informations, je dirais peut-être même qu'il y a parfois trop d'informations qui se contredisent quand on regarde sur les réseaux sociaux ou autres sur l'impact du véhicule électrique. La réalité, c'est qu'en termes d'ACV, on a la chance en France d'avoir une électricité qui est décarbonée et il faut en être fier. Et cette électricité, c'est l'électricité par le nucléaire et elle est majoritairement décarbonée. Et ça, on peut le dire et le redire. Et certes, le nucléaire a certains défauts, mais sûrement pas celui-ci. Donc, en matière d'ACV, aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'a fait l'ADEME notamment ou l'AVER, on se rend compte qu'un véhicule électrique est toujours moins émetteur, que ce soit de CO2, mais aussi de polluants, puisqu'il ne faut pas oublier, il faut bien dissocier ces deux problématiques par rapport à un véhicule thermique ou un véhicule hybride ou n'importe quel type de véhicule. Donc c'est vrai qu'il y a un réel intérêt, au moins dans nos villes. Ça, c'est une réalité, parce que le problème principal qu'on a, et je trouve que c'est la problématique qu'on a parfois d'un point de vue effectivement pédagogique en France, c'est d'expliquer la différence entre le CO2 et les autres polluants. On a le CO2 qui est un risque à moyen et long terme pour le réchauffement climatique. C'est déjà là, hein. Il est déjà là. Il est déjà là, on le voit déjà, et nos viticulteurs et agriculteurs notamment l'ont vu malheureusement ces derniers jours, car ces conditions extrêmes climatiques sont dues directement au réchauffement climatique. Mais malheureusement, on risque de le voir encore plus, et l'idée c'est comment on fait pour diminuer ces émissions, pour ralentir ces conséquences de changement climatique. Et puis on a de l'autre côté toute la partie polluante. Et là, la partie polluante, c'est 48 000 morts chaque année. C'est ces véhicules qu'on voit dans les villes, et quand vous passez avec vos poussettes derrière les échappements des véhicules et que les enfants se prennent une grande bouffée de NOx notamment. Et là, c'est vrai que l'avantage du véhicule électrique, c'est qu'on n'a pas tout ça. Et en termes de polluants, c'est extrêmement efficace de suite. Et c'est la seule énergie, effectivement, aujourd'hui, avec l'hydrogène, mais qui est aussi une forme d'électrification. Hein. On fait souvent la distinction, c'est de l'électrique, sauf qu'il y a l'hydrogène, et de l'autre côté, il y a la batterie, c'est tout. Donc oui, non, l'électrique, c'est une très bonne chose, dans certaines conditions. Après, encore une fois, aujourd'hui, quelqu'un qui effectivement roule beaucoup, je pense qu'il y a une réflexion à mener, alors là, c'est les constructeurs qui doivent la mener dans leur offre, et certains le font déjà, sur quelle offre commerciale on offre à nos concitoyens. C'est-à-dire que je pense que le véhicule électrique peut convenir à une grande majorité, quasiment l'entièreté de nos concitoyens au quotidien. Après, la problématique, ça peut être, et c'est ce que j'entends, et c'est assez drôle, c'est oui, mais quand je pars en vacances, comment ça se passe? Quand je pars le week-end, comment ça se passe? Oui, bon, c'est 5 semaines par an. Peut-être qu'on peut réfléchir à un modèle, et encore une fois, certains constructeurs le font, mais communiquent assez peu dessus, sur le fait qu'au quotidien, je roule avec un véhicule électrique. Et puis, quand j'ai besoin pour partir en vacances, je peux louer un véhicule, aujourd'hui encore thermique par exemple, puisque c'est ces véhicules qui sont plus diffusés malgré tout, ou demain, ou hybride dès aujourd'hui, ou l'éthanol ou du GND, bref, louer des véhicules pour ces déplacements qui sont des déplacements que je qualifierais d'exceptionnels, entre guillemets, qui sont 5 semaines, 6 semaines par an. On peut imaginer ce système où au quotidien je roule en véhicule électrique pour aller en ville ou pour faire mes petits trajets, et puis je loue un véhicule pour pas avoir de problème d'autonomie notamment sur mes vacances ou mes déplacements professionnels.
c'est parfaitement exact que nous avons une difficulté qui est liée aussi à l'approvisionnement en Chine ou en RDC d'un certain nombre de métaux indispensables à la transition écologique en général. Et donc, cette question est très directement liée à la loi qui est en discussion en ce moment sur ce qu'on appelle la réforme du code minier. Et c'est une question très importante parce qu'il faut sans doute que les écologistes en général admettent que les activités minières seront indispensables et qu'il vaut mieux les conduire dans un pays qui respecte les lois environnementales et sociales que d'aller les chercher très très loin dans des conditions qui sont médiocres. Et ça, c'est une vraie discussion sur la réforme du code minier. Donc la réponse à M. Journet, c'est oui, il faut sans doute prévoir dans l'Union européenne et en France qu'il y ait une reprise d'activités minières indispensables à la transition écologique dans des conditions évidemment parfaitement acceptable du point de vue écologique et social, et c'est une discussion avec la Convention citoyenne et les défenseurs de l'environnement. Très, très rapidement, vous avez déjà été exhaustif, et je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément non plus ma spécialité. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer pleinement sur des choses dont je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Effectivement, c'est une question qui se regarde. Moi, j'ai eu le cas sur les difficultés d'approvisionnement de métaux de la part de plusieurs industriels sur mon territoire notamment. C'est une question que je sais que le ministère de l'économie regarde avec grande attention parce que effectivement c'est stratégique, c'est un réel enjeu stratégique. Après il y a probablement des parties qu'on peut peut-être retraiter en France. Il y a certains métaux aussi qu'on n'a pas en France, donc aujourd'hui ça se passe plutôt sur les négociations avec la Chine. Je pense que la crise que nous connaissons actuellement n'y est pas étrangère. Ça, c'est une réalité. Donc, on va tenter d'accompagner au mieux ces entreprises. Néanmoins, effectivement, ça mérite d'être regardé de plus près. Je sais que le ministère est très, très engagé sur ces questions. C'est une question que j'ai pas mal travaillé, effectivement, sur le transport des marchandises pour le fluvial. On a une question et un vrai sujet avec la question notamment des quais. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et j'avais moi eu le débat avec l'actuel président de région de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sur l'usage des quais, notamment sur Canal Seine-Nord, où très clairement, ces quais et ces fleuves ont un intérêt économique et il faut que tout le monde en prenne conscience. Je trouve que bien trop souvent, on voit, que ce soit les quais comme les fleuves, des intérêts touristiques. Où effectivement c'est quelque chose qui peut attirer les touristes quand on a des quais qui sont séduisants, ça permet d'attirer les touristes. Pour moi, il y a un intérêt économique, que ce soit sur le transport de marchandises, et il faut vraiment qu'on réussisse à développer le transport de marchandises, à l'image de ce qui se fait sur la Seine, par exemple à Paris, et notamment avec les expérimentations de Franprix qui aujourd'hui livrent jusqu'au cœur de Paris finalement avec des péniches, c'est une très bonne chose. La problématique sur laquelle on risque de se retrouver, et je pense que c'est là où il y a un problème de réglementation. Alors je ne suis pas spécialiste des cours d'eau aujourd'hui, je ne vous cache pas que je suis en train de passer mon permis bateau, mais c'est le meilleur pour l'instant. Sur cette réglementation-là, il faudra regarder surtout sur les fréquences de passage. C'est-à-dire que si on augmente d'un côté ce qui est souhaitable, on a un vrai objectif de réguler le transport de marchandises. Si on augmente le transport de marchandises sur le fluvial, est-ce qu'on aura encore assez de place, entre guillemets, pour développer le transport de passagers? Et je suis tout à fait ouvert à en discuter avec le président de Sea Bubbles ou de lui faire rencontrer des collègues de l'Assemblée qui travaillent beaucoup sur ces questions pour qu'on puisse évoluer, parce que c'est clair que, et notamment, je prends un exemple que je vois au quotidien, c'est celui de Paris, on peut imaginer qu'on pourra avoir des navettes qui nous permettent d'être très efficaces finalement en suivant le cours de l'eau. Donc oui, on pourra avoir un intérêt. Maintenant, est-ce que techniquement c'est possible? Ça reste à travailler et à discuter. Je suis tout à fait ouvert à en discuter. Ça se développe. Réellement, on a justement des formations aujourd'hui. On est en train de former énormément de personnes sur l'entretien de ces bornes de recharge électriques pour qu'on ait la capacité effectivement de les tenir, parce que on voit bien, bon, parfois pour des raisons diverses, on a déjà beaucoup de bornes en France et notamment sur les autoroutes qui sont à l'arrêt.
et ce qui pose un vrai problème pour les usagers au quotidien. Donc il faut qu'on ait les capacités d'entretien et surtout qu'on garde notre souveraineté là-dessus et qu'on ne fasse pas faire l'entretien par des acteurs autres que des acteurs français. Donc on y travaille, la formation elle a lieu, on a des gens qui commencent à sortir, qui sont formés sur l'entretien de ces bornes de recharge, on a des entreprises qui se sont montées, qui le font, donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, honnêtement. Là-dessus, on a voté quelque chose de très intéressant dans la loi d'orientation des mobilités, c'est l'ouverture des données. En fait, l'ouverture des données va justement permettre à des agrégateurs de mettre en place cela. Ça existe déjà, on a déjà des applications telles ChargeMap, pour ne pas la citer, qui recensent les bornes de recharge. Moi, je souhaite qu'on ait demain des applications à l'image de ce que fait un constructeur américain de véhicules électriques, pour ne pas le citer, je les apprécie, qui aujourd'hui sur ces véhicules planifie non seulement le trajet, la distance, l'itinéraire, mais aussi les recharges, en ayant déjà ces superchargeurs qui sont entrés dans le système. Demain, on peut très bien imaginer, et je sais que c'est en cours de développement et c'est même en cours d'expérimentation, qu'on ait effectivement ces GPS qui nous disent ma voiture a tant d'autonomie au départ, je veux aller à tel endroit, le trajet va être calculé pour pouvoir m'arrêter à une borne de recharge. Et on peut très bien imaginer dans les années à venir qu'on puisse même éventuellement réserver une borne de recharge si celles-ci sont connectées et qu'on ait une forme d'interopérabilité évidemment entre les bornes de recharge. Mais on est encore une fois au début de l'histoire, je pense qu'on n'est pas forcément en retard, mais il faut qu'on accélère là-dessus puisqu'on voit bien que le consommateur il est en train de faire le changement. Il y a un vrai changement d'esprit aujourd'hui chez le consommateur, donc il faut qu'on accompagne cela et je crois que l'ouverture des données va justement le permettre. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit, c'est que surtout si on avait fait effectivement les 4 heures, là, oui, il y avait un vrai risque. Aujourd'hui, le 2h30, oui, il supprime un certain nombre de lignes, c'est une certitude. Néanmoins, il laisse un certain nombre de lignes intérieures aussi qui permettront de développer la technologie. Donc, le 2h30 me semble être un bon équilibre. Pour le coup, on avait réfléchi aussi à 2 heures, on avait, je vous dis, des collègues qui voulaient aller à 4, d'autres voulaient aller à 2, le 2h30, et plutôt un équilibre qui est bon. On va éviter de revenir dessus et de réouvrir ce débat, même si je n'ai aucun doute qu'il sera réouvert par nos collègues du Sénat malgré tout. Donc non, je pense que la mesure telle qu'elle est actuellement permet de continuer à développer quand même des énergies nouvelles et c'est tant mieux. Et puis pour le reste, je compte sur la région effectivement pour faire le job, mais je sais qu'elles le font. Vraiment, j'ai aucun doute, pas de pensée politicienne chez moi, je sais qu'elles font le travail pour pouvoir assurer le développement notamment des infrastructures. Oui et non, parce que ça se fera que à partir. On ne va pas enclaver des territoires dans le sens où ce sera sur des territoires où on a déjà des solutions à côté en train. Donc l'enclavement, il n'est pas là. Aujourd'hui, on est sur des trajets qui peuvent très bien se faire en train sans mettre plus de temps. C'est pour ça que moi je voulais pas du 4 heures, parce que là effectivement pour le coup il y avait un enclavement. 4 heures ça peut paraître peu, mais pour un homme d'affaires par exemple qui va aller juste sur une journée pour un rendez-vous, 4 plus 4 c'est 8. Donc là c'était trop, c'était la journée passée dans les transports, c'était beaucoup trop. Le 2h30 est je pense une solution qui est assez smart, assez intelligente, donc non je pense pas que ça change beaucoup. Alors oui il y a toute la partie redevance d'aéroport qui revient notamment au CCI, en partie, ça dépend des fonctionnements mais c'est souvent le cas, qui là peut être impacté, mais ce sera pas énorme et puis on va quand même garder certains trajets aussi, puisqu'on n'a pas le réseau ferroviaire pour pouvoir rejoindre tous les points du territoire en 2h30. Donc on va en supprimer une partie, mais il y en a une autre partie qui restera effectivement. On veut effectivement pouvoir avoir des lignes internationales. On a la chance d'avoir plusieurs aéroports qui ont des lignes internationales. On garde seulement les 2 hubs qu'on connaît, Orly et Roissy. Il n'y aura pas de 3e aéroport parce qu'il n'y a pas besoin et ce n'est pas dans l'air du temps. Je pense sincèrement. Et après, il faut laisser les compagnies aériennes aussi développer selon le besoin, très clairement. Parler là à quelqu'un qui est élu au Mans, alors pas élu à la ville, mais élu du territoire du Mans, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'avoir des lignes internationales sur l'aéroport du Mans, par exemple.
Il y a très très peu d'offres aujourd'hui sur effectivement les camions poubelles, hein, pour parler clairement. Alors, pour revenir globalement à la question sur le fait que les collectivités territoriales, l'État doivent montrer l'exemple, l'Assemblée nationale aussi d'ailleurs, on a augmenté justement le taux de renouvellement des flottes par des véhicules propres dans le projet de loi climat. Pour pouvoir atteindre, je crois que c'est 50%, faire en sorte que la moitié des achats des véhicules aujourd'hui sur les collectivités locales ou l'État soient des véhicules propres pour justement qu'on soit là pour montrer l'exemple. On a aussi des objectifs de renouvellement sur les entreprises. Après, sur la question des camions poubelles et assez globalement du renouvellement du parc, moi je crois aussi beaucoup à une solution rétrofit. Pour le coup, donc le rétrofit, c'est le fait de changer les moteurs thermiques par des moteurs électriques. Le coût est quand même inférieur. On sait que ça peut avoir un intérêt notamment sur les véhicules lourds ou sur les citadines. Et je crois qu'il faut qu'on regarde cette solution de très 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 près, notamment pour les bus, pour ces camions poubelles où aujourd'hui il y a assez peu d'offres, où on peut imaginer des solutions assez intelligentes et qui nous permettent de très très rapidement avoir des véhicules propres sur ce type de véhicule. 24 heures du monde, c'est R10, hein. Il n'y a pas de souci. Alors électrique, je ne sais pas, il y a déjà eu des essais qui n'ont pas été forcément très concluants. On aura en 2024 de l'hydrogène. Ça, c'est la nouveauté. On a pas mal de constructeurs qui s'y intéressent. On a de l'hybride déjà depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, comme tous ces événements sportifs, le problème, il n'est pas sur la piste, il est à côté. En réalité, les vraies émissions aujourd'hui, elles se font sur les camions qui arrivent, sur les avions qui arrivent pour Le Mans, que je connais bien, à l'aéroport, juste pour l'événement des 24 heures, et puis aussi pour le public qui se déplace jusqu'à l'événement, et où là, c'est vrai qu'on a énormément d'embouteillages et autres, et il y a une réflexion à mener sur la mobilité pendant les 24 heures du Mans, et je sais que la ville du Mans, il travaille activement. Donc non, tout évolue, honnêtement, mais je me souviens avoir vu, c'était ASO qui disait il y a quelques années, notamment, qui comparait le Paris-Dakar et le Tour de France, et qui disait que finalement, en émissions de CO2, le Tour de France émettait plus que le Paris-Dakar. Donc, comme quoi, c'est pas toujours ce à quoi je crois. Mais non, je crois justement que le sport automobile, pour le coup, alors c'est un passionné qui vous parle, peut être aussi un vecteur d'innovation. Ça l'a été toujours, et je pense qu'on peut continuer sur ce domaine-là. Il y a plusieurs choses. Effectivement, on est sur un domaine, alors on a toujours des constructeurs qui existent. Je pense notamment à Saint-Lô, où on a le groupe Matra et Solex, alors j'ai plus le nom exact malheureusement, mais voilà, qui produit des vélos. On a encore des producteurs de vélos en France et c'est une bonne chose, tant mieux, et conservons-les. Après, effectivement, conserver la souveraineté sur un domaine comme ça, le problème du vélo, c'est son avantage aussi, c'est que c'est léger et que ça peut être transporté facilement, et finalement, quand vous avez des pays comme la Chine, assez globalement, ou même les pays de l'Est, qui ont des coûts du travail, des coûts horaires qui sont extrêmement bas, on comprend très clairement qu'ils sont excellents et qui savent faire. Et aujourd'hui, je crois que les marques françaises, et c'est pas bête sur le fond, elles sont spécialisées sur des vélos qui sont assez haut de gamme. En réalité. Il y a quand même un règne de Shimano, très, très largement. Et pour reprendre la question de M. Journet, on a un problème d'approvisionnement en dérailleurs Shimano. C'est vrai, tout à fait. mais ouais, les Français sont positionnés sur du haut de gamme. Je pense que c'est encore une fois un choix économique qui est assez pertinent au regard aussi des conditions sociales du travail en France. Et il ne s'agit pas du tout de vouloir changer cela, mais voilà, il y a eu des choix de business qui ont été faits. On ne peut pas effectivement faire du vélo à bas prix en France, ou alors ce serait rogner sur des avancées sociales, et je pense que personne ne le souhaite. En tout cas, l'objectif du gouvernement, c'est clairement d'assurer une souveraineté sur tous les domaines, y compris celui-là, et c'est pour ça qu'on a le plan de relance notamment qui va aider à industrialiser pour baisser les coûts. Et à ce temps, je ne saurais pas vous dire s'il y a des entreprises de cycle qui ont pu en bénéficier au niveau industriel. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi une volonté, et c'était le cas du coup de pouce vélo, notamment ces 50 €, de faire en sorte que les vélos qui sont dans les garages, dans les caves ou dans les greniers de nos concitoyens puissent ressortir et aller sur les routes, puisque c'est là aussi l'objectif, et ça a été pour le coup une vraie réussite, et c'est tant mieux.
Ça tombe bien parce que je suis actuellement, parmi les 10 000 choses qu'on fait, j'ai notamment un rapport sur la stratégie de mobilité durable et connectée de la Commission européenne. Effectivement, il y a énormément de questions qui se jouent sur l'aspect réglementaire au niveau européen. Je pense notamment à la norme Euro 7. On a eu des prises de parole de notre ministre de l'économie qui ne nous auront pas échappé hier. C'est des choses qui sont en discussion actuellement. Il y a, je trouve, un vrai travail de la Commission européenne qui veut doubler aussi le nombre de lignes à grande vitesse, qui veut favoriser le report modal. Après, il y a toujours le principe de subsidiarité qui fait quand même que la relation entre l'État et l'Europe fait qu'on a encore un certain nombre de décisions qui se prennent au niveau national, notamment sur tout ce qui est organisation de transport. Et finalement, on se rend bien compte que le fait de favoriser le report modal, ça se passe beaucoup plus à l'échelon national qu'européen, finalement, du fait de ce principe de subsidiarité. Par contre, effectivement, la réglementation sur les véhicules qui demain vont circuler en Europe, elle se conçoit au niveau européen. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans la loi française, c'est un objectif de fin de vente des véhicules à 2040, puisque la fin de vente réelle et l'interdiction de vente ne peut se faire qu'au niveau européen. Oui, et c'est tout le principe de la transition. Et je crois que Air France a entamé sa transition, notamment aussi sur la formation de ses personnels navigants, en formant moins de personnes qui vont entrer pour justement permettre que ceux qui sont en poste puissent arriver justement et changer de poste. Ils sont conscients que demain, ils auront une part du marché, enfin un gâteau qui sera un peu plus petit, donc il faut aussi qu'ils réduisent la voilure, mais c'est malheureusement toutes les transitions. Et la vraie question, c'est comment on fait pour justement accompagner ces gens-là. La transition écologique, elle peut aussi créer de nombreux emplois. On parle de 250 000 emplois. C'est une réalité, elle peut créer des emplois. Quand même, si, monsieur le Président. Non, je me méfie simplement des grandes annonces mirifiques en termes d'emploi, parce qu'on disait toujours ça. Oh là là, les éoliennes, ça va vous faire des... Oh là là, les panneaux solaires. Oh là là, tout ça, ça va vous faire énormément d'emplois. Bon, ça va faire des emplois. Ça va faire des emplois, voilà. Ne nous lançons pas dans des objectifs chiffrés, je suis d'accord. Non, mais le propre d'une entreprise, c'est toujours être en transition. Ça, c'est la réalité, et de s'adapter à l'environnement qui est le sien, l'environnement au sens large, et aujourd'hui, ces changements-là, c'est un vrai changement d'environnement. Et alors, vous allez me dire que je parle que de mon local, mais moi, je suis d'une ville où on a créé la première automobile qui était à Amédée-Bollé, et qui n'a pas su justement faire cette transition, qui créait ces voitures à vapeur. Les autres sont passés à d'autres technologies, l'électrique à l'époque ou le thermique. Ils n'ont pas su le faire, ils sont morts malheureusement. Donc aujourd'hui, le propre d'une entreprise, c'est de s'adapter, et c'est pas la loi qui doit s'adapter. En réalité, c'est aussi l'entreprise qui doit s'adapter à son environnement. À ma connaissance, c'est déjà obligatoire, les PCAET, on a les PLU aussi, les plans locaux d'urbanisme. Ça a pris un petit peu de retard, on ne va pas se mentir, hein, c'est vrai qu'il y a eu du retard sur cela, comme sur les SRADET qui sont là, l'échelon régional pour le coup. Si je reviens, si je reviens aux mobilités, pour le coup, on a les plans de déplacement aussi, qui sont mis en place de façon obligatoire dans les grandes villes. Sur les petites villes, c'est pas une obligation, néanmoins c'est conseillé, parce que je pense qu'on doit avoir un diagnostic et une action par le biais de ces plans de déplacement, et le fait d'être autorité organisatrice de la mobilité qui là permet de réfléchir à des alternatives à l'autosolisme et à la voiture. Ce sera le cas à partir du 1er juillet. Alors soit ce sera les collectivités locales sous forme de communautés de communes, une ou plusieurs d'ailleurs, parce que parfois c'est plusieurs Comcom qui marchent ensemble, soit ce sera la région qui prendra la compétence. On favorise néanmoins plutôt la communauté de communes pour pouvoir faire justement de la dentelle. Est-ce que je peux vous demander, autosolisme, c'est le fait d'être seul dans sa voiture? Tout à fait. Et donc vous essayez d'augmenter le nombre de passagers d'un véhicule? C'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir... Et c'est l'objectif du covoiturage. Le covoiturage, c'est de dire, au lieu d'être tout seul dans sa voiture, on va être à 2 ou 3. Et c'est là où on a une force, en fait, en termes d'émissions de CO2. Parce qu'on parle toujours d'émissions de CO2 par véhicule, il faudrait parler par passager, en réalité. En effet. Et alors, dans certaines grandes agglomérations à l'étranger, vous avez un péage urbain. Et ce péage urbain, il disparaît lorsqu'il y a 3 personnes dans le véhicule. Est-ce que c'est pas quelque chose... La loi, l'homme n'a pas voulu faire ça.
Alors, la loi LAM n'a pas voulu le faire, néanmoins, on a déjà possibilité de le faire sous stade expérimental, en réalité. C'est déjà possible. C'est pour ça qu'on ne l'a pas rajouté dans la loi. On ne voulait pas le mettre obligatoire parce que c'est pas à l'État d'aller dire aux collectivités locales ce qu'elles doivent faire. C'est l'autonomie des collectivités locales. Elles peuvent le faire aujourd'hui. Après, c'est à elles de prendre leurs responsabilités et de le faire. Mais effectivement, on a parfois des solutions de ce type qui pourraient être une bonne solution, ou en tout cas avec une mise en place progressive. Je pense que ça pourrait être intéressant, sans aller forcément trop vite. On l'a vu il y a quelques années avec les bonnets rouges notamment. Ça avait été, la question des portiques avait été quand même assez marquante dans le débat public, donc il faut le faire de manière très progressive et très pédagogique pour le coup. Alors, effectivement, quand on parle biocarburant, comme d'ailleurs, souvent quand on parle de carburant alternatif, on y pense avant tout pour l'automobile, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est près de la moitié des émissions de CO2 du transport finalement. Donc c'est vrai que c'est là où l'action doit être la plus rapide. Sur l'aérien, il y a évidemment aussi un intérêt sur ces biocarburants. Il y a un soutien qui est déjà fort sur toute la partie recherche et développement, puisqu'on est encore au stade de la recherche et du développement. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les questions de temporalité. C'est vrai que il y a le temps de la recherche, il y a le temps scientifique, et il faut laisser ce temps-là. On essaie de l'accélérer en soutenant majoritairement cette recherche. Je ne saurais dire aujourd'hui, et ça il faudrait poser la question vraiment aux gens qui travaillent dessus, quand on pourra exactement sortir ces technologies, mais j'espère le plus rapidement possible pour pouvoir baisser les émissions de CO2 et de polluants des véhicules aériens. C'est vrai que quand on met un peu d'incentive d'aide qui vont là, et qu'on met de l'autre côté aussi quelques réglementations, entre guillemets c'est le bâton et la carotte, pour parler crûment, on voit bien que les industriels sont capables d'aller très vite. En réalité. Et le consommateur est capable aussi de suivre très rapidement. On l'a vu dans l'automobile, ça a été assez incroyable, où on nous disait que c'était pas possible. Certains constructeurs disaient non mais on n'y arrivera jamais, et puis finalement aujourd'hui ils sont en train de dire non, on s'est peut-être trompé, effectivement ça va même plus vite qu'on l'attendait, largement plus vite qu'on l'attendait, et je suis convaincu que dans l'aérien ce sera la même chose, et très vite on va voir des carburants alternatifs sortir. Moi je crois profondément que... Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la production d'hydrogène. Parce que s'il s'agit de produire de l'hydrogène qui est moins propre finalement que l'électricité de base ou qu'un autre carburant, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Il faut qu'on puisse le produire de l'hydrogène vert avant tout. Et ça, c'est le vrai sujet de fond aujourd'hui, puisque si l'hydrogène est produit à partir de centrales à charbon, je ne pense pas qu'on ait un intérêt écologique et ça ne sert à rien d'y aller pour l'instant. Ensuite, sur la question de l'usage. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a de plus en plus d'économistes, de spécialistes, de scientifiques qui nous disent que l'hydrogène sera beaucoup plus dédié finalement à la mobilité lourde, notamment du fait de son coût. Je pense que c'est une réalité, honnêtement. Moi, je pense qu'on verra sur le véhicule léger beaucoup plus un développement des batteries, et sur le véhicule lourd un développement de l'hydrogène. On commence par les trains, et il faut vraiment qu'on avance très rapidement sur les trains, et après on ira sur les bus, on ira sur les poids lourds, et gentiment on va grader tout ça pour pouvoir arriver à des coûts de fonctionnement qui soient plus faibles. Et peut-être que dans quelques années, l'hydrogène, quand on parle avec les constructeurs, c'est ce qu'ils me disent, c'est peut-être que d'ici quelques années, oui, on aura un intérêt à avoir des voitures légères à hydrogène. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas la priorité. Déjà sur la résilience de notre système et de notre réseau électrique face aux véhicules électriques, là-dessus, globalement, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de sujet. En tout cas, avec notre système électrique, notre réseau actuel, on est capable d'assumer une augmentation du parc, et je pense qu'on est tous conscients, on n'arrivera jamais à 100% de véhicules, de parc de véhicules électriques, du moins dans les 10 ans à venir, ça c'est une certitude, et notre réseau peut totalement soutenir ça, et Enedis nous le dit d'ailleurs de manière très certaine, très sûre. Par contre, il y a effectivement le sujet malgré tout du véhicule to grid, et de toutes ces bornes de nouvelle génération. Pour l'instant, l'objectif c'est de déployer des bornes. Honnêtement, on déploie des bornes, on aura plus de véhicules électriques. Quand on sera arrivé à un stade plus important de véhicules électriques, ces bornes pourront être mises à jour. La plupart de celles qui sont mises en place aujourd'hui, effectivement sur le réseau public, peuvent être mises à jour. Et on sait que sur le réseau privé, on en a aussi de plus en plus qui arrivent. De là, l'obliger, la problématique, c'est que si on l'oblige aujourd'hui, c'est quand même un coût qui est plus important.
Donc ça risquerait de freiner en fait le développement des bornes, et si on freine le développement des bornes, on freine aussi le développement du véhicule électrique. Donc l'obligation, non. Par contre, réfléchir, alors ça se fait pas, je pense pas dans les mois à venir, mais dans le prochain quinquennat par exemple, à un niveau d'aide différencié en fonction du niveau de technologie des bornes, de dire peut-être qu'à un moment, vu le prix des bornes de recharge classiques qui est amené encore à diminuer, on arrivera sur des aides qui vont baisser, voire disparaître. Et que par contre on puisse augmenter les aides sur les bornes de nouvelle génération, sur les bornes à double sens, ça pourrait être intelligent. Je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui, par contre on peut y réfléchir, effectivement, moi je suis assez favorable à réfléchir dans le prochain quinquennat. Alors, effectivement, sujet assez central. On avait mené beaucoup de réflexions pendant la LOM sur cela. On a assez peu avancé. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que déjà, on veut voir si la prise de compétences emporte un réel succès. Ça semble être le cas pour l'instant. Après, l'idée, c'est de faire un point avec ces AOM dans un an pour voir quels sont leurs besoins réels. Et il ne faut pas non plus surestimer les besoins. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre en place 10 000 systèmes de bus, etc., dans des petites ou moyennes villes, ça ne marche pas. Très clairement, enfin, moi j'ai des tests sur mon territoire, ça n'a pas fonctionné. Ce qui fonctionne, c'est des systèmes qui sont justement plus petits, qui coûtent moins cher. Je rappelle que pour le transport régulier, on a la possibilité de mettre en place le versement mobilité, enfin, son transport qui devient un versement mobilité, qui peut permettre de financer une partie, voire même parfois une bonne partie des services de mobilité qui sont en place. C'est une réflexion qui doit être menée. Je sais que souvent les élus locaux ne veulent pas prendre ces décisions-là, en tout cas c'est ce que je constate malheureusement dans le Tour de France que j'ai pu faire un petit peu, mais c'est nécessaire. Quand on met en place un service de transport régulier qui a un coût, si on estime que le transport régulier est nécessaire sur un territoire, alors le versement mobilité devient, je pense, nécessaire et il faut y réfléchir. Donc aujourd'hui, voilà, on connaît de toute façon les trois modes de financement du transport, c'est la billetterie, c'est la subvention d'équilibre par la collectivité, et puis c'est enfin le versement mobilité, que pour les transports réguliers évidemment. Donc c'est à partir de ces trois échelons-là qu'on peut le faire, et on réfléchira, je vous dis, à partir du moment où on a déjà une application concrète de la LOM et qu'on voit bien quels sont les besoins, on réfléchira sur des accompagnements supplémentaires. Ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Alors, j'ai la particularité d'avoir quelqu'un dans ma famille qui travaille dans le matériel agricole, donc j'ai assez souvent ce débat avec lui, je vous cache pas. Effectivement, ils ont du retard. Ils ont du retard. Alors, ils sont très en avance sur toute la partie connectivité du véhicule et autonomie. Ils avancent énormément sur cela, avec des GPS qui sont ultra précis. Le véhicule, le tracteur autonome, on est conscient, alors pas forcément sur la route, mais en tout cas dans le champ, que ça va arriver très vite. Et je travaille un peu là-dessus, et c'est vrai que ça va arriver très vite. Par contre, sur le reste, ça évolue doucement sur les motorisations électriques notamment. On pourrait penser aussi au GNV. Moi je pense que là pour le coup sur l'agricole, le GNV il y a une histoire qui peut être intéressante, puisque effectivement cette agriculture elle c'est l'économie circulaire, c'est finalement mes déchets agricoles qui vont me permettre de créer mon carburant, qui me permet de faire ma culture, etc. Donc le GNV, il y a quelque chose qui peut être très intéressant avec cela. Et puis après, j'en reviens un petit peu à l'idée du rétrofit tout à l'heure. Et si des investisseurs veulent mettre de l'argent, je suis pas sûr qu'il y ait de société qui le fasse encore, mais ça peut être aussi une solution, de se dire si son tracteur est encore en bon état, après tout, pourquoi pas juste changer le moteur et mettre une motorisation électrique. Ça peut se réfléchir, mais c'est vrai que pour l'instant, l'offre n'est pas là. C'est même pas une histoire d'aide de l'État ou autre, c'est juste que l'offre n'est pas là à l'heure où je vous parle, et que ce soit d'ailleurs pour le monde agricole, mais aussi pour celui des espaces verts, où ça se développe très doucement. On parlait tout à l'heure des camions poubelles dans les villes, mais on a aussi tous ces petits tracteurs qui font l'entretien des parcs ou autres, et pareil, on a très peu d'offres finalement. Je sais que notamment la maire de Paris est très en avance et souhaite ardemment avoir ces véhicules d'espace vert, ces tracteurs espace vert électriques. La problématique, c'est qu'on n'a pas assez de demandes à l'échelon mondial, et qu'un constructeur comme John Deere, pour ne pas le citer, ou Claas, pour le coup, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on ne peut pas créer un véhicule spécifiquement pour le marché français. Il faut vraiment qu'on ait l'offre mondiale. Et aujourd'hui, l'offre mondiale, on ne va pas se mentir, elle n'est pas tournée vers notre marché. Il n'y a pas des filiales de nos constructeurs européens qui sont aussi sur ces matériels, enfin en tout cas sur les tracteurs? On a Claas, notamment, que je connais bien, puisqu'ils ont une usine chez moi, mais pour le coup, ce qu'ils me disent, c'est que les marchés aujourd'hui qui émergent et qui font leur chiffre d'affaires, ils ne sont pas tournés pour l'instant sur ces technologies-là. Bien au contraire, ils sont sur des tracteurs beaucoup plus gros,
pour traiter des grosses surfaces agricoles. Et ce qui fait que cette question-là, elle est travaillée, hein, ils y travaillent, mais pour l'instant, ils sont pas encore au stade de la commercialisation. Là, je pourrais pas répondre parce que je dirais une bêtise. J'ai pas l'information à l'heure où je vous parle sur cela. Je suis désolé, mais encore une fois, on peut en reparler. Je sais que c'est des débats qui ont eu lieu. Dans le plan de relance, je crois qu'il y a des possibilités aussi pour que les ports puissent s'équiper. C'est à eux de prendre aussi la décision de le faire. Donc, après, quelle est la stratégie réelle? Je ne l'ai pas en tête à leur âge. Tout à fait, c'est une possibilité. Après, enfin, encore une fois, les mesures, elles existent, elles sont là. Sur leur port, bon, c'est deux questions, hein, le report modal passager ou fret. Fret, on a fait un gros travail avec 4F, notamment là-dessus. On pense doubler la part du fret. Sur les passagers, toute la problématique quand on parle des vacances, c'est que oui, je peux avoir ma voiture qui va permettre d'aller à la gare, ou même facilement en transport en commun ou autre qui va permettre d'aller à la gare. La question aujourd'hui, c'est celle que se posent tous nos concitoyens, c'est comment je fais une fois arrivé sur place, quoi. Donc il peut y avoir éventuellement l'offre de location, mais est-ce qu'elle est suffisante? Je ne suis pas certain pour l'instant, et on connaît les difficultés qu'éprouvent les sociétés de location actuellement. Donc c'est tout un travail sur lequel il faut réfléchir. Et là, le sujet, il n'est même pas, enfin si, il est politique au sens noble du terme, mais il n'est même pas sur quel accompagnement on fait, c'est surtout quand nos concitoyens seront-ils prêts à changer massivement justement leur façon de faire, parce qu'ils peuvent déjà le faire aujourd'hui. On peut très bien imaginer que des gens, je l'ai fait à titre personnel, hein, pour un week-end, du temps où vous pouvez encore se déplacer facilement, prendre un vélo, le mettre dans le train, aller sur un lieu de vacation pour un week-end ou pour plus longtemps, et puis se déplacer après en vélo sur place ou prendre le bus route. C'est tout à fait possible déjà. Il n'y a peu de problèmes. Si le train l'accepte. Si le train l'accepte, effectivement. Mais ça, on évolue là-dessus. Alors sur les TER, pas forcément sur les TGV, je suis d'accord, mais sur les TER, ça y est, c'est parti, on y va, on va avoir des places de vélo. Et ça va dans le bon sens. Mais voilà, c'est déjà possible et c'est plus aux consommateurs aujourd'hui de choisir cela, quoi. Alors déjà, il faut que les autorités organisatrices elles prennent la compétence, très clairement. C'est vrai que la loi permet cela. Alors, elle ne l'oblige pas, elle permet de le faire. Hein, il n'y a pas d'obligation. Elle a été votée le 24 décembre 2019. Les prises de compétences, c'est le 1er juillet, donc c'est qu'après qu'on pourra voir. C'est vrai que là on est sur là aussi une transition et on est en ce moment sur une négociation pour prendre la compétence. Ça y est, on a de nombreuses comme qui le disent, et après c'est sur l'exercice de la compétence qu'on aura cette possibilité-là, mais pour l'instant la compétence n'est pas encore exercée. Oui, tout à fait. On sait que sur ça, pour revenir à cette question sur l'hydrogène, tout à l'heure on en parlait sur le routier, où on disait que c'était plus sur le véhicule lourd, parce qu'il y a plus d'intérêt aujourd'hui à décarboner le véhicule lourd avec l'hydrogène. On sait évidemment qu'il peut aussi y avoir une question sur l'aérien, et aussi dans l'industrie. Même si, pour le coup, sur l'industrie, si on parle vraiment sur le territoire national, on n'a pas l'industrie qui est la plus polluante, considérant justement qu'on a une énergie qui est décarbonée. Donc bon, c'est l'hydrogène dans l'industrie s'imagine peut-être plus dans certains pays autres que la France, du fait de ses choix énergétiques aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux répondre. Aujourd'hui, quand on regarde le coût et la prime d'assurance, je crois, sur un véhicule électrique, il est déjà un petit peu plus faible que sur un véhicule thermique. Est-ce que c'est eu égard au risque ou autre? Je ne sais pas, sincèrement. Ça, c'est dans leur calcul, mais je sais que c'est déjà le cas. Moi, j'ai pas mal travaillé avec les assureurs ces derniers temps parce que je porte une proposition de loi relative portant sur la baisse de prime d'assurance des automobilistes français, mais sur la globalité, pour le coup, pas uniquement sur ces véhicules propres. Je ne sais pas si aujourd'hui, sur le véhicule électrique, on a encore besoin de rassurer. Alors, si ce n'est rassurer par rapport à la panne sèche, je pense que c'est plus
plus cette question-là. On a de nombreux constructeurs qui le font déjà, hein. Renault, pour ne pas les citer, vous achetez une Zoé aujourd'hui, vous tombez en panne, vous appelez le service, ils viennent chercher votre véhicule et ils le mettent en charge dans une de leurs concessions. Donc ça existe déjà, et cela gratuitement. Donc ça existe déjà, il n'y a pas besoin d'assureurs en plus, qui en plus, honnêtement, le prix de ce service se répercuterait sur l'ensemble des membres. Donc je pense que c'est plus aux constructeurs de créer des avantages compétitifs, ce que fait par exemple un constructeur comme Renault, je ne sais pas pour Peugeot, Citroën, mais j'imagine qu'il y a des systèmes équivalents. Ça existe déjà. Après, il y a peut-être besoin de plus communiquer sur tout ce qui existe déjà aussi, et ça c'est le rôle des constructeurs. Encore une fois, on en revient un petit peu sur les relations tout à l'heure qu'on a parlé entre la France et l'Europe, parce que je crois vraiment que sur ces questions-là, même si on soutient nous, déjà la recherche et le développement sur les carburants alternatifs, sur l'aérien, je crois que le rôle il est vraiment sur l'Europe. La France, elle, n'a pas un marché suffisant aujourd'hui pour pouvoir développer seule cela. L'aide, elle doit venir avant tout de l'Europe pour pouvoir industrialiser. Et c'est le problème qu'on a globalement avec toutes ces innovations. C'est comment on fait pour passer du statut et du stade de la recherche et développement, là où on est extrêmement compétent en Europe, réellement, au stade de l'industrialisation et du passage à l'échelle. Donc c'est là où réellement il y a un travail à faire. Je sais que la Commission européenne travaille là-dessus, et effectivement le carburant alternatif pour l'aérien pourrait être finalement une sorte de test pour la Commission européenne sur ce sujet. Effectivement. Alors, il n'est pas traité, il n'y a pas de malus ou autre ça, sur les deux roues, c'est une certitude. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout à l'étude pour l'instant. Après, les AOM peuvent prendre des mesures quand même spécifiques. Alors, pas forcément pour la circulation, parce que ça sera très difficile de limiter la circulation. Par contre, sur le stationnement, par exemple, on peut le faire. Et le fait de favoriser des deux roues plus propres, ça peut être mis en place aussi. Les collectivités locales peuvent le faire. L'État le fait déjà sur un bonus sur les deux roues électriques notamment, deux roues hors vélo, hein, deux roues motorisées électriques pour le coup. Donc il y a déjà ce sujet, mais effectivement, sinon le deux roues est pour l'instant un angle mort un petit peu de notre politique environnementale dans les villes. Excellente question là aussi sur le report modal. Alors déjà, il faut revenir un petit peu en arrière et comprendre pourquoi les marchandises ont quitté le rail pour revenir sur la route. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est la flexibilité. On a beaucoup plus de flexibilité sur la route que sur le rail. Et la deuxième raison, c'est le prix. Aujourd'hui, et notamment dû à l'arrivée de nouveaux acteurs, des pays de l'Est pour ne pas les citer, le prix du transport a fortement baissé. Le transport par la route a fortement baissé. Et aujourd'hui, je dirais presque malheureusement, il ne vaut plus rien. Et ça fait aussi que d'ailleurs, on a des marges qui sont très très faibles pour les transporteurs routiers. On parle de 3% de marge en moyenne, ce qui explique aussi les difficultés derrière qu'il peut y avoir, social, lorsqu'on parle de suppression des avantages TICPE ou de l'écotaxe, et de deux, d'un point de vue renouvellement de leur flotte, notamment puisque les marges ne sont pas assez importantes là-dessus. Donc il doit y avoir des démarches pour pouvoir augmenter le prix du transport routier de marchandises. C'est ce qu'on a fait dans le paquet mobilité qui arrivera, alors ça sera mis en place en 2026, pour le coup, avec notamment les limitations sur le cabotage. En faisant ces limitations sur le cabotage et en mettant en place notamment la directive travailleurs détachés, qui fait en sorte que quand un travailleur du routier est sur le territoire national, il doit avoir les mêmes conditions sociales que les travailleurs routiers nationaux. En faisant cela, on est assez convaincu qu'on va pouvoir augmenter ce prix du routier. Si on augmente ce prix du routier, en fait, mathématiquement, on rend le rail beaucoup plus compétitif puisque le delta va être beaucoup plus faible. Et c'est là où on a une conviction qu'on peut doubler la part modale du fret. Parallèlement à cela, il y a aussi les investissements qu'on met en place sur le fret. Dans le plan de relance, on a énormément, alors je ne sais plus les chiffres sous les yeux, mais on a plusieurs centaines de millions d'euros qui sont mis en place justement pour le report modal, que ce soit sur l'aide à la pince, l'aide aux wagons isolés, qui est une aide qui est extrêmement importante sur notre territoire, pour justement faire en sorte que d'un côté, on va augmenter le prix du transport par la route, et puis de l'autre côté, on va rendre plus compétitif
le fret par le rail, et donc on espère arriver à quelque chose qui fasse en sorte que les deux soient équilibrés et qu'on arrive à l'objectif de 18% des marchandises qui soient transportées par le rail. D'abord, je vais remercier M. Péchaud, qui est vraiment passionné et qui sait beaucoup de choses. Je voudrais juste terminer. D'abord, je voudrais... Il y a eu une note de l'IDRI, quelqu'un nous a dit sur les biocarburants, attention, c'est pas à l'échelle, il n'y a pas ce qu'il faut. Effectivement, la biomasse n'était pas suffisante pour tout faire. Et donc, surtout si on dit il faut faire de la méthanisation pour le matériel agricole et avoir une espèce d'autonomie énergétique du monde agricole, à ce moment-là, on ne va pas à l'avion, donc il faudrait savoir ce qu'on fait, etc. Bon, donc, si vous voulez, je dis ça parce que je crois que la direction, c'est plutôt les carburants de synthèse. On pourra en reparler ensuite entre nous. Le sang, etc. Sur il y a une question qui m'inquiète, c'est un peu le coût de tout ça. C'est-à-dire que vous dites, les routes, il faut quand même les améliorer, on va mettre ci, on va mettre ça, le ferroviaire, le ci, le ça. Bon, tout ça, ça coûte de l'argent. Et c'est une question importante parce que, par exemple, il y a des gens qui disent Bordeaux-Toulouse, il n'y a pas de barreau TGV là, pourquoi est-ce qu'on ne va pas, etc. Et vous parliez du transport de marchandises. Moi, je vais vous dire une chose, c'est la desserte ferroviaire du port du Havre, ça ne va pas. Et quand on dit à la SNCF, on dit excusez-moi, moi j'ai choisi le TGV, je ne peux pas tout faire, etc. Donc, vous voyez, il y a des questions qui sont encore très importantes, c'est une espèce de goulet d'étranglement. Il y a, si vous voulez, une analyse générale des systèmes par goulot d'étranglement. On apprend des tas de choses très intéressantes à ce moment-là. Mais ce que je voudrais terminer par une question plus grave. Vous avez parlé du temps où on peut se déplacer. C'était le bon temps où on peut se déplacer, effectivement. À cette époque-là, quelle était la première industrie mondiale? Le tourisme. Oui. Incroyable industrie, incroyable pourvoyeur d'emplois, incroyable contribution au développement des pays qu'on va visiter, etc. Bon, est-ce que dans la loi nouvelle, dans les réflexions nouvelles, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que la mobilité, il faut la réduire? C'est mauvais, la mobilité. Réduisons-la. Et il y a une tendance maintenant qu'on voit de plus en plus à vouloir faire des biorégions. C'est-à-dire, on va rester autonome, autarcique. Et même, vous avez des villes maintenant où tout s'arrête un peu. Il n'y a presque plus d'échanges, etc. Et donc, je pense que ça, c'est un peu inquiétant quand même comme situation. Et donc, au fond, notre travail, c'est d'expliquer que la mobilité, c'est quand même la liberté d'aller et venir, elle est fondamentale pour les êtres humains, c'est donc très important. Et donc, nous sommes là, au contraire, pour l'aider, pour la favoriser, mais de telle sorte que cette mobilité ne soit pas destructrice. Donc, je vous remercie d'y contribuer, je dirais, monsieur le député. Merci à vous. Je vais me permettre de répondre sur cette question. Je ne pense pas qu'on favorise la démobilité. Enfin, moi, je ne suis pas du tout un chantre de la décroissance dans la globalité, d'ailleurs. Et on a bien vu ce que la démobilité ça donnait l'an dernier quand on a eu le confinement très strict. Débuté au mois de mars, c'est pas ce que souhaitent nos concitoyens. Après, il faut faire une différence entre le déplacement plaisir, loisir, vacances, week-end par exemple, et le déplacement du quotidien. Sur le déplacement du quotidien, qu'on mette en place une dose plus importante de télétravail, qu'on mette en place, pourquoi pas, beaucoup plus d'espaces de télétravail qui soient réfléchis intelligemment, qui permettent aux gens quand même de se rencontrer pour pas être isolés, et tout en étant plus proche de leur domicile, ça se réfléchit, et je pense que c'est finalement bénéfique, et finalement tout le monde peut se satisfaire de cela, parce que c'est aussi moins de temps dans les transports, et finalement ça permet de dormir plus, notamment. Donc ça, on peut se retrouver là-dessus. Par contre, sur le reste, non, la question, surtout comme on fait de rendre les transports plus durables, mais pas forcément de faire moins de transports, mais mieux de transport, mieux de mobilité finalement. Et c'est ça l'objectif notamment de cette loi, mais aussi de l'ensemble de la politique qu'on mène depuis le début du quinquennat. Donc non, là-dessus, je vous rassure, on n'a pas de volonté de décroissance, c'est pas du tout notre objectif. En tout cas, je tenais à tous vous remercier. Effectivement, j'ai un agenda qui est contraint, puisque au-delà des questions dont on vient parler, j'ai une mission gouvernementale sur le véhicule autonome et tous ces pendants européens, principalement, de coopération technique et réglementaire notamment. Donc, mission qui est vaste, honnêtement, qui rendra ses conclusions en juillet, et je dois mener des auditions jusqu'à la fin de la journée. Bon courage, monsieur le député. Merci beaucoup.